Depuis des années, une guerre fait rage entre les espèces humanoïdes bénies par le dieu de la lumière et les démons du dieu des ténèbres. Après une longue et mortelle bataille, un groupe de héros est finalement parvenu au château du Seigneur Démon pour y mettre un terme. Cependant, en chemin, il y a eu plusieurs victimes, et juste devant la salle du trône, l'équipe est attaquée par un méchant démon. Théron dit à Kyle et Urza de continuer sans lui, il s'occupera du démon seul, alors ils continuent d'avancer, mais ils savent tous les deux que Théron ne survivra pas à cet affrontement. Ils pénètrent dans la salle du trône, mais soudain, Kyle est attaqué par plusieurs sphères de matière noire venant d'en haut. Il parvient à en bloquer quelques-unes, mais il ne peut pas en gérer autant, alors la mage, Urza, saute devant lui pour intercepter l'attaque, mais dans le processus, elle est complètement désintégrée. Après la mort d'Urza, le Seigneur Démon se montre enfin car il est prêt à affronter Kyle jusqu'à la mort, et le héros est si enragé qu'il charge tête baissée sans réfléchir. Le Seigneur Démon lance d'autres projectiles de matière noire sur Kyle, et heureusement, il parvient à se mettre à l'abri derrière un pilier pour éviter d'être touché. Mais après avoir vu les dégâts causés par l'attaque, il commence à s'inquiéter. L'attaque du Seigneur Démon s'appelle l'Élimination, un sort imbloquable et extrêmement mortel qui détruit tout ce qu'il touche. Tant que le Seigneur Démon possède une telle magie, Kyle ne pourra jamais s'approcher suffisamment pour porter un coup significatif, il n'a donc d'autre choix que de tenter quelque chose de risqué. Il pense qu'il devrait pouvoir vaincre le Seigneur Démon s'il libère toute l'énergie de la gemme magique de son épée, mais c'est si dangereux qu'il ne survivra probablement pas. Il est bien conscient des risques, mais il n'a pas le choix, alors il libère la puissance totale de l'épée et charge pour percer les défenses du Seigneur Démon. Avec ce surplus de puissance, Kyle parvient à transpercer le corps du Seigneur Démon et à le détruire complètement. Mais dans le processus, l'épée de Kyle est complètement détruite, et il est gravement blessé. Il a réussi à sauver le monde, mais dans le processus, il a perdu tout ce qu'il avait juré de protéger. Ses amis, sa famille, et même sa maison ont tous été détruits par le démon, alors il n'a pas du tout l'impression d'avoir gagné. Quelques instants plus tard, Kyle s'effondre à cause de ses blessures, et il accepte sa mort imminente car il n'a plus rien pour quoi vivre. Mais soudain, la gemme magique du Seigneur Démon réapparaît, et l'énergie qu'elle contient commence à devenir incontrôlable. Avec la disparition du Seigneur Démon, personne ne peut contrôler sa puissance, et si cette chose devient incontrôlable, elle pourrait détruire le monde entier. Kyle rampe jusqu'à la gemme pour tenter d'empêcher son explosion, et dès qu'il la saisit, il est emporté par un éclair de lumière vive. La prochaine fois qu'il ouvre les yeux, Kyle se retrouve dans le lit de son enfance, et il est extrêmement confus car cela ne devrait pas être possible. Il se lève et se dirige vers la fenêtre, pensant que ce doit être un rêve. Mais effectivement, lorsqu'il regarde dehors, il voit sa ville natale dans toute sa gloire, la même ville qu'il a vue brûler lors d'une attaque de démons. Cette vue lui arrache une larme, mais après tout ce qu'il a vécu, il ne peut toujours pas accepter que ce soit la réalité. C'est alors que son ami d'enfance Liz entre dans la pièce à sa recherche, et dès qu'il la voit, il se fige. Liz remarque que Kyle agit bizarrement et lui demande si tout va bien, mais il ne dit pas un mot. Il pense toujours que tout cela n'est qu'une hallucination, mais à ce stade, il s'en moque, il est juste heureux de revoir Liz, alors il l'étreint aussi fort qu'il peut. Liz, embarrassée, demande à Kyle ce qu'il fait, mais Kyle est trop absorbé par l'instant pour répondre. Elle essaie de se dégager, mais Kyle ne la lâche pas, alors ils perdent tous les deux l'équilibre et finissent par tomber sur le lit. Maintenant que Kyle est au-dessus d'elle, la tension est palpable, et il est prêt à aller jusqu'au bout, mais à ce moment-là, Kyle et Liz n'ont pas encore ce genre de relation. Après ce qu'il a fait, son embarras se transforme en colère, alors elle le repousse et le frappe si fort qu'il fait 3 tours en l'air. Kyle se tord maintenant de douleur sur le lit, et Liz lui crie dessus pour avoir tenté un tel geste sans prévenir. Elle ne sait pas ce qui ne va pas chez lui aujourd'hui, et normalement elle ne serait pas si en colère car elle l'aime aussi, mais elle apprécierait un petit avertissement la prochaine fois pour pouvoir se préparer émotionnellement. Liz quitte ensuite la pièce en furie, laissant Kyle réfléchir à ce qu'il a fait. Mais pendant que Kyle réfléchit, il réalise qu'il a vraiment ressenti le coup de Liz, et ça a fait très mal. Si c'était vraiment un rêve, il ne devrait pas pouvoir ressentir de douleur, alors il est possible que ce soit le monde réel. Kyle se lève alors pour soulever les draps, et à sa grande surprise, il voit la gemme magique du Seigneur Démon posée là, alors il sait maintenant avec certitude que c'est le monde réel. Il se dirige vers le miroir pour s'observer, et il réalise qu'il a l'air beaucoup plus jeune qu'avant. En plus de ça, il se souvient clairement avoir subi plusieurs blessures mortelles après la bataille contre le Seigneur Démon, mais maintenant son corps est en parfaite santé. De plus, sa ville natale est revenue à la normale, et Liz est en vie, alors il en conclut qu'il doit avoir retourné dans le passé d'une manière ou d'une autre, et le seul indice qu'il ait sur la cause est cette gemme magique. Il sait que la puissance magique du Seigneur Démon était immense, mais même ainsi, un sort permettant de retourner dans le passé devrait être impossible à créer. C'est alors que l'estomac de Kyle gronde car il n'a pas encore mangé, alors il descend chercher de la nourriture. Quand il entre dans la cuisine, il est surpris de trouver un repas complet préparé pour lui,
et il réalise que Liz a dû le faire pour lui avant de partir. Il se souvient que Liz venait souvent cuisiner pour lui car sa mère et lui n'avaient jamais le temps, et il est très reconnaissant pour son aide. Il s'assoit et prend un bol pour goûter la nourriture, et il l'adore. Cela fait des années qu'il n'a pas mangé de vrai repas, car sur le champ de bataille, il devait survivre avec des rations caloriques au milieu de nulle part. Quelques minutes plus tard, Theron descend parce qu'il a aussi faim, mais dès qu'il voit toutes les assiettes vides devant Kyle, il réalise qu'il est arrivé trop tard. Kyle a même fini toute la marmite de ragoût. Et pendant que Theron se plaint que toute la nourriture a disparu, Kyle pense à l'absurdité de toute cette situation. Jusqu'à il y a un instant, il combattait côte à côte contre le Seigneur Démon, mais Theron a fini par se sacrifier pour que Kyle puisse accomplir leur mission. Theron remarque que Kyle le fixe, alors il se retourne et lui demande si quelque chose ne va pas. Kyle sort de ses pensées et dit que tout va bien, mais il ne sait toujours pas à quelle époque dans le passé il est, alors il demande à Theron de quelle année il s'agit. Theron est un peu confus car c'est une question étrange, mais il dit à Kyle qu'aujourd'hui, nous sommes le 24 mai de l'année 2823. Kyle ne peut pas croire ce qu'il vient d'entendre, alors il demande à Theron s'il est sûr de la date, et Theron lui assure que oui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kyle, alors Theron dit qu'il lui pardonne d'avoir fini toute la nourriture, mais il a toujours faim, alors il prévoit d'aller chercher quelque chose à manger chez Liz. Bien qu'ils doivent probablement s'agenouiller et supplier avant qu'elle n'accepte de le nourrir, ce genre de choses est assez normal pour Theron car il n'a aucune fierté quand il s'agit de nourriture, mais pendant qu'il fait ça, Kyle reste dans la cuisine car il doit réfléchir sérieusement à sa prochaine étape. S'il est vraiment retourné dans le passé, alors il va devoir en parler à sa mère. Il se dirige vers le hangar et descend dans la bibliothèque pour trouver sa mère, et quand il la voit enfin, il est heureux de la revoir, mais il ne peut pas chasser de son esprit l'image de sa mort brutale dans le futur. Sa mère est surprise de le voir car Kyle ne descend jamais dans la bibliothèque la nuit, mais il lui fait remarquer qu'il est déjà matin, alors elle a dû passer toute la nuit à lire sans s'en rendre compte. Elle s'excuse d'avoir passé autant de temps ici, mais ce n'est pas pour ça que Kyle est venu. Il lui dit qu'il a en fait une question sur la théorie de la magie, et comme elle est l'une des rares archimages du pays, il pense qu'elle est la meilleure personne à qui demander. Sa mère dit qu'elle écoutera volontiers sa question, alors Kyle lui demande s'il existe des sorts dans le monde qui peuvent renvoyer une personne dans le temps. La mère de Kyle répond que de tels sorts existent bel et bien, et il est surpris car il n'a jamais entendu parler d'un sort temporel auparavant. Sa mère explique ensuite qu'on ne sait pas grand-chose sur la magie du temps, et bien qu'on sache qu'elle existe, personne ne serait capable de l'utiliser. La raison pour laquelle le sort ne peut pas être utilisé est qu'il nécessite une quantité inimaginable de puissance magique, donc il n'y a pas de mage dans le monde qui pourrait le réaliser. Et même si le plus grand mage de toute l'histoire tentait le sort avec toute la magie de son corps, il pourrait à peine revenir une seconde en arrière. Kyle demande s'il serait théoriquement possible de voyager des années dans le passé avec l'aide d'un objet magique, et maintenant que sa mère y pense, utiliser un objet magique pour stocker de l'énergie rendrait le voyage dans le temps possible, mais il faudrait plus de 1000 ans pour accumuler autant d'énergie, alors elle ne pense pas que cela fonctionnerait. Kyle lui demande s'il serait possible pour quelqu'un d'utiliser le droit interdit, mais sa mère est plus préoccupée par le fait qu'il connaisse ce sort. Kyle invente une excuse et dit qu'il l'a juste lu dans un livre, et il n'oserait même pas rêver de l'essayer. Sa mère est soulagée d'entendre cela, mais la raison pour laquelle elle était si inquiète est que le droit interdit est un sort qui permet d'échanger de la force vitale contre de la puissance magique, donc c'est très dangereux. Mais même si quelqu'un était assez fou pour l'utiliser, elle ne pense toujours pas qu'il serait possible d'utiliser efficacement la magie de voyage dans le temps. Il faudrait sacrifier la moitié de toutes les vies humanoïdes du continent pour réaliser une telle chose, et à sa connaissance, personne n'est capable d'une telle atrocité. De plus, il n'existe aucun catalyseur capable de stocker autant de puissance magique, mais si un tel artefact existe, alors il serait probablement mentionné dans ce livre. La mère de Kyle feuillette les pages du livre, et une fois qu'elle trouve ce qu'elle cherche, elle le montre à Kyle. C'est une section sur le légendaire cœur du dragon divin. On dit que l'ancien royaume de Sorrow a pu prospérer pendant des milliers d'années grâce à la puissance stockée dans la gemme, mais finalement, l'énergie de la gemme s'est épuisée, conduisant le royaume à sa ruine. La mère de Kyle pense qu'un artefact aussi puissant que le cœur du dragon pourrait stocker assez d'énergie pour rendre le voyage dans le temps possible, mais il a disparu depuis plus de 1000 ans, donc il est possible qu'il soit tombé entre les mains des démons maintenant. Kyle commence à reconstituer ce qui s'est passé, car il est évident que la gemme qu'il a obtenue du Seigneur Démon doit être le cœur du dragon divin. La mère de Kyle trouve agréable qu'ils passent à nouveau du temps ensemble car elle craignait qu'il ne l'évite. Kyle s'excuse et dit qu'il ne le faisait pas exprès, mais sa mère n'est pas vraiment en colère. Elle est juste heureuse qu'il soit venu la voir aujourd'hui, et pour une raison quelconque, elle a l'impression que Kyle agit avec un peu plus de maturité que d'habitude. Quoi qu'il en soit, elle se souvient que Liz a dit qu'elle viendrait cuisiner pour eux aujourd'hui, alors elle demande à Kyle s'il veut monter manger. Mais avant qu'elle ne parte, Kyle lui dit qu'il a déjà fini toute la nourriture, et avec cette seule phrase,
tout l'amour maternel qu'elle ressentait pour lui disparaît pendant un instant. Un moment plus tard, elle reprend son calme et lui dit que ce n'est pas grave puisque c'est son anniversaire, mais elle ne lui offrira plus de cadeaux. Parler à sa mère a été très utile car Kyle a obtenu beaucoup d'informations utiles, mais le fait que cette chose soit le cœur du dragon divin, et que le Seigneur Démon a probablement préprogrammé le sort dedans pour se renvoyer dans le temps. Mais Kyle se demande encore, pourquoi le Seigneur Démon voudrait-il retourner dans le passé? C'est alors que Liz s'approche de Kyle, et dès qu'il la remarque, il commence à s'excuser pour ce qu'il a fait ce matin. Il lui dit qu'il l'a fait à cause d'un cauchemar qu'il a fait, alors Liz lui demande quel genre de rêve c'était. Kyle admet qu'une partie du rêve impliquait sa mort, et elle comprend maintenant pourquoi il l'a soudainement serré dans ses bras comme ça. Liz sourit et dit qu'elle est prête à lui pardonner puisque ce n'était pas de sa faute, mais voir son sourire ne fait que rappeler à Kyle tout ce qu'il va perdre dans le futur. Leur village est le plus proche du territoire démoniaque, donc une fois que l'invasion commencera, ils seront les premiers à subir l'attaque des démons. Le village a fini par être réduit en cendres, et Liz a été tuée dans le chaos. À partir de ce moment, Kyle a juré de la venger, mais maintenant elle est assise devant lui, aussi vivante que jamais. Liz demande à Kyle si quelque chose ne va pas puisqu'il est soudainement devenu silencieux, mais il est plongé dans ses pensées car s'il ne fait rien bientôt, alors dans 3 ans, il va perdre tout ce qu'il aime à nouveau. Il refuse que les choses se terminent de la même manière, alors quoi qu'il en coûte, il se jure de changer le futur et de sauver tout le monde de leur cruel destin. Kyle doit être prêt pour le jour du grand cataclysme dans 3 ans, alors le lendemain, il commence son entraînement et crée une image mentale du seigneur démoniaque contre lequel combattre. Il charge vers cette image mentale, mais après avoir contré quelques attaques, il réalise que son corps est extrêmement faible comparé à avant. Bien que ce soit un peu attendu, puisqu'à ce moment-là, Kyle vivait comme un vrai clochard depuis des années, donc ses capacités de combat sont absolument nulles. Cependant, il semble avoir conservé ses stats de magie accrue du futur, alors il essaie de compenser son manque de force en lançant des sorts de vitesse et de renforcement sur son corps. Malheureusement, cela ne fait pas grand-chose pour corriger son manque de coordination, donc il échoue instantanément. Kyle comprend qu'il doit travailler dur pour rendre son corps assez fort pour supporter sa puissance magique, alors il est déterminé à continuer son entraînement. Pendant ce temps, Liz et Theron l'ont espionné depuis les buissons, et de leur point de vue, Kyle a juste crié et est tombé tout seul toute la matinée, alors il commence à sérieusement s'inquiéter. C'est alors que la mère de Theron, Layla, arrive et veut savoir ce qu'ils fabriquent tous les deux. Ils expliquent que Kyle a travaillé très dur récemment, ce qui est bizarre puisqu'il y a quelques jours, il se moquait complètement de son entraînement. Layla n'a aucune idée de ce qui a causé un changement si radical chez Kyle, mais si elle devait deviner, elle pense qu'il le fait peut-être pour une fille qu'il aime. Entendre cela brise les espoirs de Liz, car Kyle ne lui a rien avoué, alors elle suppose qu'il doit être tombé amoureux de quelqu'un d'autre et se met à le secouer de colère, le faisant vomir. Liz réalise qu'elle est allée trop loin, alors pour se faire pardonner d'avoir secoué Kyle jusqu'à le faire vomir, elle lui prépare son plat préféré pour le déjeuner. Kyle est toujours contrarié d'avoir été secoué comme ça sans raison, mais il est prêt à passer l'éponge puisqu'elle s'est excusée. Bref, comme tout le monde est là, Kyle leur dit qu'il a une question à poser, il veut savoir le meilleur moyen de forcer plusieurs nations à agir. Tout le monde est un peu confus, car c'est une question bizarre à poser pendant le dîner, mais sa mère y réfléchit. Il y a plusieurs façons de forcer les nations à agir, l'une serait d'avoir les rois de son côté ou de devenir une figure influente comme un prêtre ou un héros. Mais si tout échoue, il pourrait toujours se laisser pousser une moustache et commettre des crimes de guerre pour attirer l'attention de la nation. Kyle remercie sa mère pour ses conseils, mais il doit rassembler les dirigeants des nations dans les 2 prochaines années, et parmi toutes les options qu'elle a données, la seule chose qu'il peut raisonnablement accomplir d'ici là est de devenir un grand héros. Kyle se rend dans sa chambre et commence immédiatement à lire tous les livres disponibles pour planifier son parcours, et savoir ce qui va arriver dans le futur est vraiment utile ici, car il peut confirmer quelles légendes sont vraies. C'est alors que Theron entre pour le voir et est impressionné de voir Kyle si concentré sur sa lecture. Il s'assoit sur le lit et demande si Kyle est vraiment sérieux à propos de devenir un héros, car ce n'est pas exactement un titre auquel on peut postuler, mais Kyle en est déjà conscient. Normalement, quelqu'un deviendrait un héros en tuant un roi démon ou quelque chose dans le genre, mais Kyle ne peut pas encore faire ça, alors il doit faire des préparatifs. Il est évident que tous les héros doivent avoir une force incroyable, mais la force seule ne suffira pas. Pour être franc, Kyle dit qu'il a besoin de beaucoup d'argent. Cela ne semble pas très héroïque comme objectif pour Theron, mais Kyle est tout à fait sérieux. En tant que héros, il ne peut pas accepter de récompense pour ses actes héroïques, mais l'équipement et les frais de voyage coûtent cher, alors il va avoir besoin d'une bonne somme d'argent de côté pour y arriver. En plus de ça, il prévoit aussi de gagner la faveur d'autant de personnes influentes que possible pour augmenter sa notoriété, mais ça commence à ressembler à une tentative de devenir un politicien plutôt qu'un héros. Outre l'argent et les relations, Kyle dit aussi qu'il va avoir besoin de beaucoup de chance,
car les héros doivent se trouver au bon endroit au bon moment quand les choses tournent mal. Theron commence à s'inquiéter que Kyle pourrait vraiment prendre la voie de la moustache, mais Kyle l'assure qu'il ne prévoit pas de créer des problèmes juste pour pouvoir sauver la situation, mais il ne nie pas qu'il compte utiliser des tactiques sournoises pour atteindre ses objectifs. Theron ne pense vraiment pas qu'un héros devrait dire des choses comme ça, mais comme ils sont tous les deux là, il demande à Kyle pourquoi il veut devenir un héros. Il sent que devenir un héros est plus un tremplin vers un objectif final pour Kyle, alors il veut savoir quel est cet objectif final. Kyle admet qu'il a ses raisons pour vouloir être un héros, mais il ne peut pas partager cette information pour l'instant, alors Theron va juste devoir lui faire confiance. Le lendemain matin, Kyle parle à Layla et l'informe qu'il partira bientôt en aventure, et Layla pense que c'est une bonne idée, car il est important d'aller découvrir le monde. Elle demande à Kyle s'il en a déjà parlé à sa mère, et Kyle dit qu'il lui en a parlé ce matin. Bien qu'il n'ait pas encore eu l'occasion de parler à Liz, comme Kyle sera absent pendant un moment, Layla lui dit d'emmener Theron avec lui. Kyle avait déjà prévu que Theron l'accompagne, alors il la remercie pour sa permission, mais c'est la première fois que Theron entend parler de tout ça. Ensuite, Kyle va parler à Liz et lui dit qu'il partira dans 2 jours. Elle semble contrariée qu'il parte, mais elle ne veut pas empêcher Kyle d'atteindre son objectif, alors elle lui demande où il va. Kyle lui dit que sa première étape sera la capitale royale, Malade, et une fois qu'il aura obtenu ce dont il a besoin là-bas, le vrai travail commencera. Liz dit soudain qu'elle a une faveur à demander, mais Kyle sait déjà ce qu'elle va dire, alors il lui dit qu'il ne peut pas la laisser venir avec lui. Elle lui demande pourquoi elle ne peut pas venir, alors que Theron l'accompagne. Elle s'est entraînée dur avec les guerriers oracles, alors elle l'assure qu'elle ne sera pas un fardeau. Kyle dit qu'il veut juste être sûr qu'elle est en sécurité, et Liz s'apprête à argumenter, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, Kyle l'embrasse et dit qu'à son retour, elle sera la première personne qu'il viendra voir, alors il a juste besoin qu'elle ait un peu confiance en lui. Liz est tellement troublée par le baiser qu'elle ne peut plus argumenter, alors à la place, elle dit à Kyle que tant qu'il promet de ne rien faire de téméraire là-bas, elle est prête à l'attendre. Le lendemain, Kyle doit faire des courses pour les provisions de son voyage, alors il demande à Liz de l'accompagner, mais pendant qu'ils sont en ville, Liz repère une elfe près d'un étal. Liz est intriguée, car il est rare de voir une elfe dans cette région du pays, mais Kyle est encore plus intrigué, car ce n'est pas n'importe quelle elfe, c'est Urza. Kyle se souvient de tout le temps passé avec Urza dans le futur et de son amour si fort qu'elle lui a révélé son vrai nom, ce qui est très important chez les elfes. Il est tellement stupéfait de la voir qu'il laisse échapper son nom, Exi, mais il n'aurait probablement pas dû faire ça, car à cette époque, Urza n'a aucune idée de qui il est. Le fait qu'un humain random connaisse son vrai nom la met en alerte, et elle s'apprête à dégainer son épée contre Kyle. Kyle ne veut pas qu'Urza fasse une scène, alors il lui attrape le bras et essaie de la calmer, mais rien ne marche, alors il est obligé d'utiliser son vrai nom pour l'endormir. Urza tombe alors dans les bras de Kyle, ce qui règle un problème, mais maintenant Kyle doit gérer Liz, qui a tout vu. Kyle dit qu'il a une explication parfaitement valable pour ça, mais, du point de vue de Liz, il vient d'aborder une jolie elfe, l'a endormie en pleine rue et s'apprête probablement à la kidnapper, alors il ne peut pas vraiment se justifier. Après avoir ramené Urza chez lui, il essaie de la convaincre qu'elle a imaginé qu'il disait son vrai nom, mais elle n'est pas assez stupide pour tomber dans le panneau. Elle sait qu'elle l'a entendu le dire, mais les seules personnes censées connaître son vrai nom sont ses parents, alors elle exige de savoir où Kyle l'a appris. Kyle ne peut pas vraiment expliquer que dans 4 ans, lui et Urza deviennent amants, et qu'elle finit par lui révéler son vrai nom, et même s'il le faisait, elle ne le croirait pas. Urza menace de tuer Kyle pour s'assurer qu'il ne révèle son vrai nom à personne, mais Kyle lui demande d'attendre, car il lui expliquera tout en temps voulu. Urza ne peut pas croire que Kyle lui demande de lui faire confiance sur quelque chose d'aussi important que son vrai nom, alors Kyle propose une alternative, il dit qu'il est prêt à conclure un contrat avec Urza pour l'empêcher d'utiliser son vrai nom à mauvais escient. Ce genre de contrat se forme généralement entre humains et esprits, mais dans des cas spéciaux, il peut être utilisé pour lier 2 personnes. Les termes de ce contrat seront que Kyle n'a pas le droit de révéler le vrai nom d'Urza à qui que ce soit ou de l'utiliser à des fins malveillantes, et s'il enfreint les termes à un moment donné, il mourra immédiatement dans d'atroces souffrances. Urza est surprise que Kyle soit prêt à mettre sa vie en jeu, alors elle décide de lui faire confiance pour l'instant, mais elle ne peut pas former le contrat maintenant, car elle aurait besoin d'une pleine lune pour ça, et la prochaine pleine lune est dans 3 semaines. Alors elle dit qu'elle devra rester en ville pour garder un œil sur Kyle jusqu'à là. Cependant, Kyle lui dit qu'il quitte la ville demain, alors Urza est obligée de se joindre à lui dans son voyage, car elle ne peut pas risquer de le perdre de vue. Le lendemain, tout le monde a préparé ses affaires, et il s'apprête à partir, alors Kyle dit au revoir à sa mère. Liz va aussi accompagner Kyle maintenant, car elle ne lui fait pas assez confiance pour le laisser voyager seul avec Urza après son comportement étrange quand il l'a vu pour la première fois. Le groupe commence finalement son voyage, et Theron commence presque immédiatement à flirter avec Urza, car il ne s'attendait pas à ce qu'une si jolie fille se joigne à leur groupe par hasard. Cependant,
Ursa insiste sur le fait qu'elle ne fait pas partie de leur groupe, elle les accompagne juste parce qu'elle doit rester près de Kyle jusqu'à ce qu'ils aient formé leur contrat, mais personne ne l'écoute vraiment. Bref, avec Ursa dans leur groupe, Kyle dit qu'ils n'ont plus besoin de se rendre directement à la capitale royale. À la place, ils se dirigent vers les montagnes de Sangar pour trouver le labyrinthe de la reine magique. Theron ne pense pas que ça vaille le coup d'y aller, car ils ont tous entendu les légendes, et ce labyrinthe est si grand qu'ils ne trouveront jamais le trésor. Kyle les assure qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, car il a préparé une carte détaillée pour les guider à travers le labyrinthe. Kyle a fait la carte en utilisant ses souvenirs de son aventure dans le labyrinthe dans le futur, mais comme le labyrinthe est encore inexploré à cette époque, les autres ont du mal à croire que Kyle a réussi à obtenir une vraie carte, alors ils pensent qu'il s'est fait arnaquer. Ursa se sent un peu désolée pour Kyle, alors elle invente quelque chose sur le papier étant du papier d'arbre magique vieux de 1000 ans pour le rendre plus crédible. Kyle a très certainement obtenu ce papier d'un livre random à la bibliothèque, alors il sait qu'Ursa ment, mais les autres ne le savent pas, et ils font plus confiance à Ursa qu'à Kyle, alors ils croient immédiatement que la carte est authentique. Mais même avec la carte, le labyrinthe est si vaste qu'il leur faudra une éternité pour atteindre le trésor. Cependant, Kyle a déjà pensé à une solution pour ça aussi, alors il dit à tout le monde qu'ils vont creuser un tunnel. Il commence immédiatement les préparatifs du tunnel, et avec ça, ils devraient pouvoir éviter tous les pièges mortels du labyrinthe. Ils ont même Ursa qui les aide avec un esprit de la terre pour renforcer le tunnel et éviter qu'il ne s'effondre, et elle semble très motivée pour une raison quelconque, alors elle pousse Kyle et Theron à travailler encore plus dur. Après une longue journée de creusage, tout le monde retourne au camp où Liz a préparé un délicieux repas. Tout le monde adore la nourriture, alors Liz leur dit qu'ils peuvent en reprendre autant qu'ils veulent, après tout, elle avait beaucoup d'ingrédients avec lesquels travailler. Ursa demande à Liz si c'est elle qui a attrapé l'ours, car elle ne pensait pas que Liz était douée avec les armes, mais Liz dit qu'elle n'a pas utilisé d'armes, elle a juste battu l'ours à mort à main nue, ce qui est complètement normal pour elle. Après le dîner, Ursa utilise un peu de sa magie spirituelle pour créer un bain chaud artificiel au milieu de la montagne, alors elle et Liz y trempent. Et pendant qu'elles y sont, Kyle doit faire tout son possible pour empêcher Theron de sauter par-dessus le mur pour les espionner. Le lendemain, tout le monde reprend le travail sur le tunnel, mais pendant que les autres font une pause, Ursa s'approche de Kyle et exige de savoir pourquoi il veut tant devenir un héros. Elle sait que les autres ne lui ont pas posé de questions parce qu'ils font confiance à son jugement, mais Ursa ne lui fait pas du tout confiance. Elle veut savoir ce qui le pousse à travailler si dur, car aucune personne normale n'irait aussi loin juste pour devenir un héros. Pendant tout ce temps où il creusait le tunnel, Kyle a porté des anneaux qui rendent son corps 9 fois plus lourd que d'habitude, pourtant, il ne s'est jamais arrêté ni plaint. Elle demande si ces raisons ont un lien avec la façon dont il connaît son vrai nom, mais avant qu'Ursa ne puisse obtenir une réponse, l'appel de Kyle frappe le mur de la chambre au trésor, alors il l'interrompt et lui demande d'aller chercher les autres. Une fois que tout le monde est arrivé, Kyle défonce le mur, et ils sont accueillis par une énorme pile de trésors. Theron est fou de joie, car avec autant d'argent, il n'aura plus jamais besoin de travailler, mais pendant qu'il nage dans les pièces d'or, Kyle s'éclipse seul, car il y a un trésor secret caché dans ce labyrinthe qu'il doit trouver. Il se dirige vers l'une des pièces du fond, et là, il trouve l'épée légendaire qu'il a accompagnée dans tant de batailles dans le futur. Et alors qu'il s'approche de la lame, l'avatar de l'épée apparaît. Sylvie commence son discours, félicitant le courageux challenger qui a surmonté les épreuves du labyrinthe, mais Kyle lui couvre soudainement la bouche pour la faire taire car il ne veut pas que ses amis découvrent son existence pour l'instant. Sylvie se met en colère et lui crie dessus pour avoir osé la traiter avec un tel manque de respect, mais il ne s'agit pas de manque de respect, il a juste vraiment besoin qu'elle se taise pendant une seconde. Une fois que Sylvie s'est calmée, Kyle lui dit qu'il sait qu'elle est une copie de la reine de Seldonia, Sarl, et qu'il n'a pas vraiment traversé tous les pièges qu'elle a mentionnés dans le labyrinthe, il a juste trouvé un raccourci pour entrer rapidement. Sylvie n'arrive pas à croire que Kyle ait pu tromper son labyrinthe si facilement, et Kyle adorerait expliquer comment il a su arriver ici, mais ce serait plus rapide de simplement passer l'épreuve finale pour qu'elle puisse voir par elle-même. L'épreuve finale en question consiste à ce que Kyle tire l'épée pour que Sylvie puisse lire ses souvenirs, et quand elle le fait, elle obtient un récapitulatif complet de toutes les tragédies qui vont se produire dans le futur, jusqu'au moment où Kyle touche le cœur du dragon et est renvoyé dans le passé. Elle a du mal à croire que ce qu'elle vient de voir est vrai car elle ignorait que la magie temporelle pouvait être utilisée à une telle échelle, mais si tout cela était dans les souvenirs de Kyle, alors cela doit être vrai. Juste à ce moment, les autres réalisent que Kyle manque à l'appel, alors ils partent à sa recherche, mais Kyle ne les a pas encore informés de tout cela, alors il demande à Sylvie de simplement jouer le jeu et d'agir normalement. Il attrape l'épée, et alors que ses amis approchent, il crie avec excitation qu'il a trouvé une épée intelligente. Peu après, Sylvie a été présentée à tout le monde, et elle profite actuellement de quelques cookies de Liz, car cela fait des siècles qu'elle n'a pas pu manger de vraie nourriture. Liz demande à Sylvie si elle est vraiment la reine magique, mais pour être plus exact,
Sylvie n'est qu'une partie de l'arène magique. Elle est une forme de vie magique créée pour évaluer les personnes qui finiraient par trouver ce trésor, et si elle les avait jugées indignes, elle aurait dû faire exploser tout cet endroit, mais elle trouve Kyle intéressant, donc il a son approbation pour l'instant. Elle leur dit aussi d'emporter ce sac car il est directement connecté au coffre au trésor. Comme Kyle a obtenu le trésor dont il avait besoin, lui et les autres se dirigent vers la capitale royale, et pendant qu'ils sont là, Sylvie essaie sans cesse de s'échapper pour tester tous les stands de nourriture, mais Théron ne veut pas qu'elle se perde. La raison pour laquelle ils sont venus ici est qu'ils ont besoin de nouveaux équipements, et Kyle connaît l'endroit parfait pour cela. Il conduit tout le monde à une armurerie au centre de la ville, et cet endroit est assez exclusif. Alors, quand ils entrent, le réceptionniste leur demande s'ils ont une lettre de recommandation ou quelque chose du genre car des enfants comme eux ne pourraient jamais se permettre d'acheter quoi que ce soit ici. Kyle se souvient que ce magasin nécessite des frais d'adhésion pour obtenir un service, mais avec tout le trésor qu'ils ont maintenant, les frais d'adhésion ne sont pas quelque chose dont il doit s'inquiéter. Il tend au réceptionniste quelques pièces d'or du coffre au trésor, et le réceptionniste a du mal à croire ce que Kyle vient de lui donner, mais il a bien payé les frais, alors il dit à Kyle et aux autres qu'ils peuvent entrer maintenant. Une fois à l'intérieur, ils sont présentés au propriétaire du magasin, Fesba, et il propose de les aider à choisir l'équipement dont ils ont besoin. Sylvie remarque quelques épées sur le mur et les reconnaît comme étant certaines des œuvres de Milena. Fesba est surpris qu'elle puisse le dire d'un simple coup d'œil, mais elle a raison, ces épées ont été fabriquées par le grand artisan Milena des temps anciens. Cependant, Sylvie a déjà rencontré Milena auparavant, et son travail n'était pas le meilleur, mais il faisait une crise à chaque fois qu'elle le critiquait. Fesba est confus par ce que Sylvie vient de dire, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Kyle intervient et l'éloigne car ils ne peuvent pas laisser qui que ce soit découvrir quelle est la reine de la magie. Quoi qu'il en soit, Fesba commence à faire visiter le magasin à tout le monde, et pour Kyle, il suggère cette armure en écaille de dragon, fabriquée à la main par des dizaines de travailleurs sous-payés et bourrés de magie de résistance. Kyle apprécie vraiment le côté pratique de l'armure, alors il décide de l'acheter. Fesba est choqué qu'il prenne la décision si rapidement car cette chose est vraiment chère. Kyle demande à Théron s'il aimerait aussi obtenir une armure de dragon, mais Théron ne veut pas porter un costume assorti avec Kyle, alors il dit qu'il prendra autre chose. Kyle est d'accord avec ça, et comme tout le monde est déjà là, Kyle leur dit qu'ils peuvent prendre tout ce dont ils pensent avoir besoin. Les autres choisissent des choses comme des bracelets spirituels, des gantelets pour Liz et un équipement armé pour Théron pour augmenter sa puissance, bien que cela ne fasse absolument rien pour son charisme. Maintenant qu'ils ont obtenu tout l'équipement dont ils auront besoin, Kyle demande à Fesba s'il a des pierres magiques en stock. Alors, Fesba lui montre l'un de ses articles les plus populaires, une pierre magique enchantée avec de la magie d'explosion, la rendant très utile en combat offensif. Les pierres d'explosion sont géniales, mais Kyle espérait en fait quelque chose d'efficace contre les monstres de type reptile, alors Fesba lui montre une pierre magique enchantée avec un sort de froid. Les lézards sont faibles contre le froid, donc cela devrait être assez efficace contre eux. Cependant, il est difficile d'enchanter une pierre magique avec un sort de froid, donc celles-ci sont plutôt chères. Kyle ne se donne même pas la peine de demander le prix, il dit simplement qu'il veut acheter toutes les pierres de froid que Fesba a en stock. Il veut aussi toutes les potions de soins de Fesba, et Fesba est sans voix. Acheter toutes ces potions coûterait une somme astronomique. Kyle est d'accord, et comme c'est un peu impratique de transporter toutes les pièces ici, il pose plutôt sur la table un sac de gemmes valant 10 millions de pièces et dit qu'ils seront quittes. Après cela, Kyle et les autres quittent le magasin, mais Théron est un peu inquiet que des rumeurs sur leur richesse commencent à se répandre, et il ne voudrait pas que le fisc frappe à leur porte. Kyle lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car il quitte la capitale demain, mais les autres sont surpris car ils ne savaient pas que leur séjour ici serait si court. C'est la première fois que Liz ou Théron viennent à la capitale, et ils veulent en profiter au maximum, alors Théron s'enfuit pour vivre ses rêves de grande ville, et Urza dit à Liz qu'elle lui fera visiter la ville. Sylvie essaie aussi de s'échapper pour goûter d'autres snacks, mais Kyle l'arrête car il y a quelque chose dont ils doivent discuter tous les deux pendant que les autres sont partis. Kyle ramène Sylvie à l'auberge, et une fois à l'intérieur, il lui demande si elle pense que l'avenir peut vraiment être changé. Mais Sylvie trouve sa question stupide car l'avenir n'a jamais été gravé dans le marbre pour commencer. D'après elle, le sort qui a ramené Kyle dans le temps a probablement extrait son âme de sa chronologie actuelle et l'a placé à un point antérieur dans une chronologie différente. Parce que le cœur de dragon qu'il a utilisé comme catalyseur est en sa possession, même si le cœur de dragon de cette chronologie est toujours quelque part là-bas. La seule présence de Kyle dans cette chronologie est vouée à provoquer des changements, mais à ce rythme, la grande invasion est toujours vouée à se produire à un moment donné, donc ils devront faire quelque chose à ce sujet. Savoir que ces actions peuvent changer le cours du destin est suffisant pour Kyle, alors il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour sauver le monde. Mais il y a encore une chose qui le rend curieux, il y a actuellement 2 cœurs de dragon dans ce monde à cause du voyage dans le temps. Si c'est comme ça que ça marche, alors Kyle se demande pourquoi il n'y a qu'un seul de lui ici.
Sylvie a aussi une théorie à ce sujet, alors elle parle à Kyle de l'une des formes de magie les plus interdites qui soit, la fusion d'âmes. Dans ce monde, la puissance magique maximale d'une personne est déterminée à la naissance, et aucun entraînement ne peut changer cela. Mais à l'apogée de Seldonia, ils ont découvert que la puissance magique d'une personne pouvait être augmentée en fusionnant deux âmes ensemble. Naturellement, ils ont effectué des expériences sur des nourrissons avec des âmes artificielles, mais cela s'est terminé par un échec catastrophique, donc la fusion d'âmes a été catégorisée comme magie interdite. Concernant ce qui est arrivé à Kyle, Sylvie pense que les âmes du Kyle du futur et du Kyle du passé ont été fusionnées, et heureusement, comme ils étaient exactement les mêmes, cela semble s'être produit sans complications majeures. En conséquence, sa puissance magique a pratiquement doublé, donc Kyle devrait être bien plus fort que dans la chronologie précédente. Il pourrait même être capable d'utiliser la forme de magie la plus élevée, mais savoir s'il peut la maîtriser est une autre histoire. C'est un cas sans précédent, donc Sylvie n'a aucune idée des implications ou des effets secondaires que cela pourrait avoir sur Kyle. Cela dit, elle lui dit qu'elle lui donnera des conseils si quelque chose survient, donc il ferait mieux de lui dire dès qu'il ressent quelque chose d'anormal. Plus tard dans la nuit, Liz et Urza reviennent de leur visite, et Liz est prête à aller dormir, mais Urza dit qu'elle restera debout un peu plus longtemps car elle apprécie la vue de la pleine lune, cela n'arrive qu'une fois par mois. Attendez, la seule raison pour laquelle elle est ici est qu'elle devait rester près de Kyle jusqu'à la pleine lune pour pouvoir effectuer le contrat, mais elle a complètement oublié, et la nuit est presque terminée, donc elle doit trouver Kyle rapidement. Kyle était dans la forêt en train de s'entraîner avec Sylvie quand Urza arrive soudainement en courant vers lui. Elle lui rappelle que ce soir c'est la pleine lune, donc il doit faire le rituel du contrat maintenant. Kyle avait complètement oublié ça, et il est toujours prêt à honorer le contrat, mais il s'est entraîné pendant des heures et était sur le point d'aller dormir, alors il lui demande s'ils ne peuvent pas simplement le faire le mois prochain. Urza refuse car elle ne peut pas laisser les choses en l'état, alors Kyle finit par accepter, et Urza commence à dessiner le cercle du contrat. En grandissant, Urza a toujours vu le contrat d'application comme un signe d'engagement entre amoureux, et elle le voyait toujours fait lors des mariages dans son village, alors elle avait espéré pouvoir en faire l'expérience un jour, mais elle n'aurait jamais pu s'attendre à ce que cela arrive comme ça. Elle finit par terminer le cercle, alors elle dit à Kyle qu'elle est prête à commencer. Cependant, Kyle dort depuis un moment maintenant. Urza lui crie de se réveiller parce qu'ils doivent faire ça avant la fin de la nuit, alors Kyle se réveille, et ils se tiennent tous les deux au milieu du cercle. Kyle se souvient comment lui et Urza ont effectué la cérémonie quand ils se sont mariés dans l'autre chronologie, alors après avoir promis de ne pas utiliser le vrai nom d'Urza pour le mal, il s'avance et l'embrasse. Urza est tellement stupéfaite qu'elle ne réagit pas au début, mais quand elle comprend enfin ce qui se passe, elle repousse Kyle et exige de savoir ce qu'il croit faire. Kyle ne comprend pas pourquoi elle est si contrariée puisque ce n'est que la dernière étape pour sceller le contrat, mais Urza lui dit qu'il n'y a un baiser à la fin que lorsque le contrat est fait pour un mariage, et ce n'était pas censé être un contrat de mariage, donc Urza est furieuse. Le lendemain matin, Kyle et les autres commencent à quitter la capitale. Liz remarque que les autres ont l'air terriblement fatigués. Kyle dit que lui et Urza sont restés debout tard à cause d'un petit incident, mais Urza ne veut pas en parler. Quant à Teron, il est resté debout toute la nuit à essayer de trouver une petite amie, mais même s'il est riche maintenant, il n'a pas eu cette chance. Quoi qu'il en soit, le groupe se dirige maintenant vers Archamp, mais Kyle ne voulait pas expliquer pourquoi, alors il a simplement dit à tout le monde que Sylvie a une capacité prophétique qui a dit qu'il devrait y aller. En arrivant à Archamp, le groupe arrive justement au moment où la princesse Milena fait une visite de la ville. Milena est une princesse gentille, aimée de tout son peuple, donc les autres sont excités de la voir, mais Kyle est le seul à savoir que dans 2 jours, Milena est destinée à mourir. Dans 2 jours, la caravane de Milena se dirigera vers le village de Sen, et en chemin, elle sera attaquée par une hydre et tuée. Sen a récemment été attaqué par une hydre, donc le plan de Milena était d'y aller pour montrer son soutien à la région, ce qui a finalement conduit à sa perte. Kyle pense que ce qui est arrivé est le résultat naturel de ses mauvais choix puisqu'aller au village de Sen alors qu'il est encore dangereux, même par gentillesse, était une décision stupide. Sylvie demande s'il est possible que Milena ait été assassinée et que cela ait été maquillé pour ressembler à une attaque de monstre, et Kyle admet qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles le frère de Milena, le prince Carinus, était derrière ça, mais aucune preuve n'a jamais été trouvée concernant son implication. Cela a finalement été considéré comme un accident malheureux, et Kyle compte utiliser cet accident malheureux à son avantage, donc il deviendra un héros. Mais il devra faire attention à la manière dont il s'y prend, car il doit donner l'impression que son intervention est naturelle lorsqu'il la sauvera, mais il n'a aucune idée de l'endroit ni du moment exact où l'attaque aura lieu, il devra donc garder un œil sur la princesse. À ce moment-là, Teron entre dans la pièce, déçu d'avoir passé les dernières heures à essayer de déterminer l'itinéraire de la princesse Milena pour le lendemain sans rien trouver. Kyle est surpris et demande pourquoi Teron s'intéresse autant à l'itinéraire de Milena. Teron explique alors qu'il prévoit de suivre Milena partout et que dès qu'elle sera en danger,
il se précipitera pour la sauver afin qu'elle tombe amoureuse de lui. Kyle est déçu d'avoir eu la même idée que quelqu'un comme lui, mais pour être clair, Kyle explique qu'il ne suit pas Milena pour une raison sinistre. Il a simplement des raisons de croire qu'elle pourrait être en danger, donc il doit s'assurer qu'elle reste en sécurité. Theron est enthousiaste lorsqu'il réalise que Milena est vraiment en danger, car cela signifie que s'il la suit assez longtemps, il aura une chance de lui sauver la vie. Le lendemain matin, la caravane de Milena part, et Kyle et les autres attendent dans la forêt afin de pouvoir la surveiller. Cependant, Urza demande à Kyle comment ils vont s'y prendre, car ils ne peuvent pas s'approcher de Milena sans attirer trop l'attention. Heureusement, Sylvie a le pouvoir idéal pour cette tâche, et elle se transforme en faucon et se pose sur l'épaule de Kyle. Les autres sont stupéfaits, car ils ne savaient pas que cela était possible, mais Sylvie explique que son véritable corps est la gemme à l'intérieur de l'épée et que sa forme physique n'est qu'une manifestation de son énergie magique, ce qui lui permet de se transformer en tout ce qu'elle veut. Sous la forme d'un faucon, personne ne peut la remarquer alors qu'elle suit le carrosse de Milena. De plus, elle peut transmettre en temps réel ce qu'elle voit aux autres grâce à sa gemme. Urza est impressionnée par la polyvalence de Sylvie, car avec un tel pouvoir, il serait possible d'espionner n'importe qui à son insu. Quelques instants plus tard, Sylvie informe tout le monde qu'il se passe quelque chose d'étrange, mais ce ne sont pas des monstres comme Kyle le pensait. Au lieu de cela, les conducteurs du carrosse de Milena s'arrêtent soudainement et commencent à attaquer les gardes de Milena sans raison. La situation est vraiment grave, alors Kyle dit aux autres qu'ils doivent se dépêcher avant qu'il n'arrive quelque chose de grave à la princesse. Près de la calèche, les cochers viennent de finir d'éliminer tous les gardes de Milena, alors ils passent à l'étape suivante de leur plan, recouvrir la calèche d'une poudre mystérieuse. À ce moment-là, Kyle et les autres arrivent, et avant même que les cochers aient le temps de réagir, Kyle utilise un sort de hâte pour se précipiter vers eux et les assommer tous les deux en un instant. Maintenant que les gardes sont hors d'état de nuire, les autres les ligotent afin de pouvoir les interroger plus tard, et Theron va vérifier à l'intérieur de la calèche si la princesse va bien. Elle semble inconsciente, mais à part cela, elle est heureusement indemne. Cependant, la garder dans cet état pourrait s'avérer plus difficile qu'il ne le pensait, car le groupe est soudainement encerclé par une horde de chiens de l'enfer. Ils font tous de leur mieux pour repousser les chiens de l'enfer, mais ils sont si nombreux que quelques-uns parviennent à se faufiler et à s'attaquer aux cochers inconscients. Le plan de Kyle consistant à les interroger tombe à l'eau, mais le groupe a des problèmes plus importants à régler, car s'ils ne font pas quelque chose rapidement, la même chose pourrait arriver à la princesse Milena. Kyle demande à Theron s'il peut conduire la calèche pour qu'il puisse partir, mais les rênes ont été coupées et il lui faudra au moins quelques minutes pour les réparer. Soit dit en passant, ce sont les chevaux les plus nonchalants que j'ai jamais vus. Peu après, Kyle entend des pas lourds se diriger vers eux, et si c'est bien ce qu'il pense, alors la situation est vraiment grave. Il dit à Theron de rester près de la princesse et de la protéger quoi qu'il arrive, tandis que les autres doivent continuer à repousser les loups. Quant à lui, il dit qu'il va sortir pour s'occuper seul de ce qui arrive. Liz s'y oppose et dit à Kyle que c'est trop risqué, mais il répond qu'il est le seul à avoir une chance de le vaincre et promet de ne rien faire de trop imprudent. Liz et les autres n'ont d'autre choix que de faire confiance à Kyle, alors ils retournent combattre les chiens de l'enfer pendant qu'ils s'enfoncent plus profondément dans la forêt. Pendant que Kyle court, Sylvie lui demande s'il pense vraiment pouvoir vaincre une hydre tout seul, et il est assez confiant quant à ses chances de réussite. En ce qui concerne les hydres, leur force est déterminée par le nombre de têtes qu'elles ont, et Kyle en a déjà vaincu une qui en avait 3, donc tant qu'il n'y en a pas plus, il devrait s'en sortir. Kyle finit par affronter l'hydre, et après l'avoir rapidement examiné, il compte 1, 2, 3, 4, bon, ça fait bien plus que 3 têtes. L'hydre a 8 têtes au total, et Kyle n'avait pas vraiment pris cela en compte, alors Sylvie lui demande s'il ne devrait pas s'enfuir. Cependant, il est trop tard pour battre en retraite, alors Kyle n'a pas d'autre choix que d'affronter l'hydre. Les hydres ont des schémas d'attaque simples, donc les esquiver ne sera pas trop difficile, mais l'hydre possède également des écailles qui la rendent pratiquement immunisée contre les coups d'épée. Cependant, ce n'est même pas le pire dans le combat contre une hydre, elle crache également un poison incroyablement puissant qui tue tous les êtres vivants qui entrent en contact avec lui. Normalement, être touché à bout portant serait synonyme de mort certaine, mais la résistance au poison de l'armure de dragon s'avère très utile dans cette situation. Kyle savait qu'il aurait probablement à affronter une hydre ici, c'est pourquoi il a dépensé autant d'argent pour acheter tous ces cristaux magiques, et ces sorts de froid vont lui être très utiles ici. Il lance l'un des cristaux de froid sur l'hydre, et une fois le sort activé, celui-ci gèle l'hydre sur place, ce qui laisse à Kyle suffisamment de temps pour lui lancer un cristal explosif et lui infliger des dégâts considérables. La combinaison de la magie de glace et de l'explosion suffit à affaiblir les écailles de l'hydre, et Kyle parvient alors à lui couper une tête. Sylvie est impressionnée par la façon dont Kyle tient tête à l'hydre, mais le combat est loin d'être terminé, car en plus de toutes ses autres capacités, l'hydre est également capable de se régénérer, et il ne suffit donc pas de lui couper la tête pour l'achever. Kyle continue de lancer ses pierres de glace sur l'hydre pour l'affaiblir,
mais il n'en a plus qu'une seule et la régénération de l'hydre ne semble pas ralentir. Kyle doit donc l'achever rapidement d'un coup final. Il a un plan en tête, mais celui-ci est risqué, il n'aura donc droit qu'à un seul essai. Il serre toutes les pierres explosives restantes dans sa main et se lance un sort de hâte afin de pouvoir foncer droit sur l'hydre. Il lui ouvre alors un trou dans la poitrine et y enfonce son poing avec les pierres explosives. L'hydre le repousse peu après, mais il est déjà trop tard, car Kyle a atteint son objectif. Toutes les pierres explosives qu'il a placées dans l'hydre se sont activées, provoquant une énorme explosion qui a complètement détruit l'hydre. Kyle a ainsi remporté sa première bataille en tant que héros, mais il est malheureusement couvert des entrailles de l'hydre. De retour à la calèche, les autres ont enfin fini d'éliminer les chiens de l'enfer et veulent aller aider Kyle, car ils s'inquiètent pour lui, mais un instant plus tard, Kyle sort des buissons et ils sont soulagés de voir qu'il est indemne. Ils trouvent incroyable qu'il ait réussi à tuer une hydre tout seul, mais leur enthousiasme diminue sensiblement lorsque Kyle s'approche, car il sent mauvais. Ils sont tout de même heureux qu'il soit revenu vivant, mais tant qu'il ne se sera pas lavé, ils ne veulent pas s'approcher de lui et s'enfuient. Après s'être lavé pendant quelques minutes, Kyle retourne vers les autres près de la calèche et leur demande comment ça se passe. Tout va bien, mais Milena et ses servantes sont toujours inconscientes. Kyle suppose qu'elles ont dû être droguées, car elles sont inconscientes depuis longtemps, alors il demande à Urza d'utiliser un peu de la potion antidote qu'il a achetée pour voir si ça marche. Pendant qu'Urza s'occupe de cela, Theron jette un œil autour de la calèche et trouve un étrange sac posé par terre à l'extérieur. Kyle suppose que les conducteurs ont dû utiliser la poudre qu'il contenait pour attirer les monstres ici afin de pouvoir tuer Milena et faire passer sa mort pour un malheureux accident. En d'autres termes, lorsque Milena est morte dans la ligne temporelle passée, ce n'était pas seulement un malheureux accident, mais un assassinat soigneusement planifié. Pendant ce temps, dans la ville, le prince Carena et le capitaine des chevaliers se trouvent ensemble dans une pièce sombre. Lorsqu'une des cartes posées sur la table s'assombrit, Zento déclare qu'il est temps d'envoyer une escouade pour vérifier si la mission a été couronnée de succès. À la tombée de la nuit, Milena se réveille enfin après avoir été sous sédatif. Elle ouvre les yeux et est surprise de constater qu'elle est toujours en vie. La dernière chose dont elle se souvient, c'est d'avoir été droguée et endormie, elle était donc certaine que ce serait le jour de sa mort, mais il semble que la chance soit encore de son côté. Elle demande si ce sont eux qui lui ont sauvé la vie, et Theron tente immédiatement de s'attribuer tout le mérite, jusqu'à ce que Lise l'assomme avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit qui les ridiculiserait. Kyle s'incline devant Milena et explique que lui et ses amis se trouvaient à proximité lorsqu'ils ont vu les gardes de Milena se faire attaquer par les chauffeurs, alors ils sont intervenus et lui ont sauvé la vie. Un instant plus tard, les servantes de Milena se réveillent, et Arka la voit parler à Kyle, alors son premier réflexe est de se placer devant Milena pour la protéger. Si seulement elle avait eu cette énergie lorsque Milena a été droguée. Mais Arka est simplement sincèrement inquiète pour la sécurité de Milena, surtout après ce qui s'est passé plus tôt. Milena lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car Kyle ne semble pas être une mauvaise personne, et même si elle ne sait pas grand-chose de lui, elle sait qu'elle ne serait pas en vie aujourd'hui sans son aide, alors elle le remercie sincèrement. Elle se lève parce qu'elle veut voir la situation à l'extérieur, et Kyle la prévient que ce n'est pas beau à voir, mais qu'elle doit constater l'état actuel des choses de ses propres yeux. Après avoir examiné les chauffeurs, elle demande à Kyle si l'un de ses gardes a survécu, mais malheureusement, ils ont tous été tués avant l'arrivée de Kyle et des autres, et Milena et ses servantes sont les seules survivantes. À ce moment-là, Sylvie informe Kyle qu'un groupe de soldats d'Arkin se dirige vers eux, alors Kyle transmet l'information à Milena, mais dès qu'elle apprend que la garde du roi est en route, elle panique et dit à Kyle qu'ils doivent partir immédiatement. Kyle est surpris par sa réaction, car il pensait qu'elle serait heureuse d'apprendre que des soldats de son royaume venaient à son secours, mais elle lui dit que ces soldats ne sont pas là pour la sauver, mais probablement pour s'assurer qu'elle est bien morte. Elle y a réfléchi et pense que la personne derrière la tentative d'assassinat est très probablement le commandant du 2e bataillon, Zento, et elle est sûre que Zento a dû ordonner à ses soldats de la tuer à vue, elle ne peut donc pas les laisser la trouver vivante. Milena ordonne à Arka de brûler tous les corps afin de faire croire aux soldats que la princesse se trouve parmi les cadavres, et demande à tout le monde de monter dans la calèche afin de quitter les lieux au plus vite. Tout le monde est perplexe, mais ils obéissent aux ordres de Milena. Juste avant de monter dans la calèche, Theron jette le sac de poudre attirant les monstres dans les flammes dans l'espoir de retarder les soldats avec une attaque soudaine de monstres. Une fois cela fait, Arka prend les rênes de la calèche et tout le monde s'en va, mais Kyle se demande ce qu'il doit faire ensuite, car il ne pensait pas se retrouver impliqué aussi rapidement dans une affaire aussi grave qu'un complot visant à assassiner la princesse. Kyle demande à Milena si elle est absolument certaine que Zento est derrière tout cela, mais elle sait ce qu'elle a entendu. Hier, elle a été droguée par le prince et Zento, et avant de perdre connaissance, elle a entendu son frère se réjouir qu'elle soit tombée dans le piège. Il ne lui restait plus qu'à la mettre dans une calèche en direction de Saint et à dire à tout le monde qu'elle avait bêtement choisi de s'y rendre malgré le danger, et elle finirait bientôt par servir de nourriture aux monstres. Elle savait que son frère était un salaud cupide, mais elle ne l'avait jamais vraiment considéré comme une menace,
car il était tellement incompétent. Cependant, avec Zento à ses côtés, il pourrait devenir un véritable problème. Normalement, Mileena était escortée par Quirion, du 5e bataillon, pour assurer sa sécurité, mais comme Quirion était très populaire, elle était souvent appelée à participer à des cérémonies dans la capitale royale. Cette fois-ci, c'est donc Zento qui était chargé de protéger Mileena. Maintenant qu'elle y repensait, elle aurait probablement dû se méfier du fait que son frère l'accompagnait, car il n'avait aucune raison d'être là. Kyle a encore du mal à croire que Zento ait vraiment été impliqué dans la tentative d'assassinat, mais il est certain que Mileena ne ment pas, il doit donc accepter que Zento soit désormais son ennemi. Il dit à Mileena que puisque la tentative d'assassinat a échoué, ils vont certainement essayer autre chose, et connaissant Zento, il a probablement déjà élaboré un plan de secours. Il va très probablement essayer de faire porter le chapeau à Kyle et aux autres et de les faire passer pour des criminels odieux qui ont massacré les gardes de Mileena pour l'atteindre. La chose la plus intelligente à faire pour eux serait d'abandonner Mileena pour assurer leur propre sécurité, mais il est un peu trop tard pour cela, alors Mileena leur dit qu'elle les récompensera généreusement une fois qu'ils seront rentrés sains et saufs dans la capitale royale. Le bon côté des choses, c'est qu'ils ont quelques atouts en leur faveur, comme le fait que le 5e bataillon de Quirion doit arriver à Harkin demain matin, et qu'une fois qu'ils auront découvert que Mileena n'est pas là, Quirion viendra certainement la chercher. Kyle demande si ce serait grave que le bataillon de Quirion tombe sur celui de Zento, mais Mileena répond que les deux bataillons sont à peu près égaux en force, donc cela causerait plus de problèmes à Zento qu'à eux. Si tel est le cas, Theron suggère qu'il pourrait simplement se cacher à Saint jusqu'à ce que la situation se calme, mais Kyle ne pense pas que ce soit une bonne idée, car Zento détruirait probablement tout le village pour garder le silence. Lys demande s'il irait vraiment aussi loin, mais il a déjà tué plusieurs gardes royaux pour atteindre Mileena, il est donc logique qu'il ne s'arrête pas face à une centaine de villageois. C'est risqué, mais Kyle pense que la meilleure chose à faire pour l'instant serait de retourner à Harkin, car la ville compte plus de 10 000 habitants et Zento ne pourrait en aucun cas tous les tuer. De plus, s'ils parviennent à rejoindre le bataillon de Quirion, ils auront peut-être une chance de survivre. Mileena est d'accord avec le plan de Kyle, mais s'ils font demi-tour maintenant, ils vont forcément croiser les hommes de Zento, alors elle lui demande s'il a un plan pour les éviter. Kyle explique calmement qu'il prévoit de passer en force à travers les hommes de Zento. Ils arrêtent la calèche pour se préparer, et grâce à la surveillance de Sylvie, ils découvrent que Zento n'est pas avec son bataillon. Comme Zento n'est pas là, ils n'ont qu'à se concentrer sur la défaite des soldats ordinaires, et heureusement, Kyle a déjà un plan pour cela, mais il implique beaucoup de pierres explosives. Ils ne peuvent pas garantir que Mileena ne sera pas blessée par les ondes de choc, alors Lys lui donne une boîte de potions de guérison de haute qualité et lui dit d'en boire une si elle est blessée. Mileena est un peu choquée par la quantité d'équipements dont dispose l'équipe de Kyle, car tout cela a dû coûter une fortune, et c'est le cas, mais l'argent n'est pas un problème pour eux. Pendant ce temps, dans la capitale, le prince panique parce que la tentative d'assassinat a échoué. Zento lui assure qu'il a déjà envoyé ses hommes pour achever la princesse, mais le prince veut savoir pourquoi Zento n'est pas sur le terrain avec son bataillon pour la rechercher. Zento explique que Quirion va arriver demain matin et que lorsqu'elle se rendra compte que la princesse n'est pas là, elle posera forcément des questions au prince à son sujet, et que le prince est incapable de réfléchir rapidement, donc Zento doit être à ses côtés pour lui trouver une excuse. Le prince ne peut pas contester cela, mais il rappelle à Zento que maintenant qu'il est impliqué dans son plan, il ne tolérera plus aucune erreur de sa part. Alors que les soldats continuent de poursuivre la calèche de Mileena, l'un des éclaireurs qu'ils ont envoyé en avant revient en courant pour signaler qu'il vient de voir la calèche faire demi-tour et qu'elle devrait donc bientôt arriver dans leur direction. Le commandant en second ordonne à tout le monde de s'arrêter et de dégainer leurs arcs pour intercepter la calèche, mais au moment où celle-ci apparaît, plusieurs pierres explosives tombent du ciel. Il s'agit d'une frappe aérienne soigneusement orchestrée avec l'aide de Sylvie, et maintenant que les soldats sont désorientés, la calèche traverse le chaos. Urza utilise la magie du vent pour protéger la calèche de la magie explosive, tandis que Theron s'amuse comme un fou à lancer des pierres explosives sur les soldats. Ce n'est pas la manière la plus élégante de procéder, mais bon, au moins ça a marché. Cependant, une fois que le commandant en second a repris ses esprits, il ordonne à tous les soldats encore en vie de se relever et de poursuivre le carrosse. Ils doivent continuer à avancer pour éviter d'être capturés. Malheureusement, à cause des explosions, l'une des roues du carrosse a été arrachée, et il est impossible de la réparer à temps. Ils vont donc devoir continuer sans elle. Lys dit à la princesse et à ses servantes qu'elles peuvent monter à cheval, et Kyle prévoit d'utiliser le sort de marcheur des vents d'Urza pour augmenter sa vitesse suffisamment pour les suivre à pied, mais il est impossible qu'il puisse distancer les soldats restants de cette manière. Il dit que quelqu'un va devoir rester derrière pour servir de leurre, et cette personne est Theron. Theron s'est affairé à essayer de réparer la calèche, mais Kyle lui dit que c'est son travail de ralentir les gardes royaux, et avant même que Theron ait eu le temps de protester, Kyle et les autres ont déjà commencé à partir. Peu après, les soldats rattrapent Theron et, à leur grande surprise,
ils le voient agiter un drapeau blanc et crier qu'il ne veut pas se battre. Les soldats sont intrigués, alors ils s'arrêtent pour voir ce que Theron est en train de faire, mais il semble vraiment vouloir se rendre, car il s'incline et commence à implorer leur pardon. Il leur dit que tout cela était l'idée de Kyle, mais que celui-ci l'a abandonné ici, et s'il le laisse partir, il promet de ne plus leur causer d'ennui. Il leur offre même un énorme sac d'or en échange de sa vie, mais dès que le vice-capitaine se rend compte que la princesse n'est plus là, il ordonne à ses hommes de tuer Theron afin qu'ils puissent continuer leur chemin. Du côté de Kyle, Urza lui demande s'il était vraiment acceptable de laisser Theron derrière eux, car ses soldats ne vont certainement pas l'épargner. Kyle admet qu'il aurait préféré agir différemment pour que personne ne meure, mais que c'était la seule solution. Urza n'arrive pas à croire que Kyle était vraiment prêt à sacrifier son meilleur ami pour la mission, mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Urza le sait bien, car cela ne fait pas longtemps qu'elle a rencontré Theron, mais il est en réalité bien plus fort que Kyle ou Liz. Pendant ce temps, Theron vient de décapiter le commandant en second du bataillon, et sa pathétique reddition n'était qu'une ruse pour les amener à baisser leur garde. Maintenant que les soldats sont déstabilisés, il enlève tous ses poids d'entraînement gravitationnel et se prépare pour un combat rapide à 1 contre 30. En moins d'une seconde, Theron se précipite en avant et tranche sans effort la tête de 3 soldats. Ensuite, il revient en courant pour faire de même avec le reste des soldats. Quelques-uns tentent de l'attaquer par derrière, mais Theron s'y attendait et leur lance une pierre explosive aux pieds. L'explosion qui s'ensuit effraie les chevaux des soldats, qui n'ont désormais plus aucun moyen de s'échapper. Kyle explique à Urza que Theron manque peut-être d'aptitude pour la magie et a une personnalité discutable, mais qu'en matière d'habileté à l'épée, Kyle ne lui arrive pas à la cheville. Il ne relâche jamais ses efforts à l'entraînement et porte toujours ses bracelets gravitationnels pour se pousser à aller plus loin. En plus de tout cela, c'est un combattant extrêmement impitoyable, et Kyle ne voudrait pour rien au monde avoir à l'affronter au combat. Cependant, si Theron est un combattant aussi discipliné, Urza se demande pourquoi il agit toujours de manière aussi loufoque, mais c'est surtout une façade qu'il adopte pour que les gens le sous-estiment. Certes, il reste tout de même assez bizarre. Kyle est convaincu que Theron remportera cette bataille, mais face à 30 gardes royaux, Theron va devoir utiliser toute sa force meurtrière. Kyle avait espéré résoudre cette situation sans tuer les soldats, car ils ne font que suivre les ordres, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Après plusieurs minutes de combat, il ne reste plus que 8 soldats, et Theron commence à se fatiguer. Il lâche donc son épée et leur dit qu'ils n'ont plus besoin de se battre. Tout ce qu'il voulait, c'était les ralentir, et à présent, il a gagné suffisamment de temps pour que Kyle et les autres puissent retourner à Harkin, donc sa mission est accomplie. De plus, à présent, les soldats ont dû se rendre compte qu'ils ne sont pas assez forts pour le vaincre, donc s'ils partent, il est prêt à les laisser partir. Les soldats réfléchissent un instant, et comme ils ne sont vraiment pas assez payés pour faire cela, ils ramassent tous leurs camarades blessés et s'éloignent en boitant pour aller chercher de l'aide. Cependant, Theron ne peut pas laisser de traces derrière lui, alors même s'il a dit qu'il les laisserait s'enfuir, il lance une autre pierre explosive sur les soldats et se précipite pour achever les survivants. Cela semblait inutilement brutal, mais Kyle avait mentionné que Theron était un combattant impitoyable. Pendant ce temps, à Harkin, Zento se rend compte que quelqu'un doit interférer avec son plan, car il n'a reçu aucune nouvelle de ses hommes. Il décide d'aller voir par lui-même ce qui s'est passé, alors il laisse quelques soldats chargés de surveiller le prince et se rend dans la forêt. Sylvie aperçoit Zento qui se dirige droit vers le groupe, elle prévient donc Kyle qu'un puissant chevalier approche, mais un instant plus tard, Zento remarque Sylvie et la fait exploser en plein ciel. Kyle comprend immédiatement qu'il s'agit de Zento, car personne d'autre n'aurait pu remarquer Sylvie ou la descendre avec une telle précision. Il dit donc à Milena d'aller se cacher dans les bois en attendant. Il demande également à Urza et Theron d'emmener Milena et de s'enfuir si quelque chose leur semble étrange, mais Zento est le plus grand chevalier de Zurgu, alors Milena demande à Kyle s'il est sûr de pouvoir le battre seul. Kyle admet qu'il aurait préféré éviter de combattre Zento, mais qu'il n'a pas le choix pour l'instant. Milena se pose la question depuis un moment, mais Kyle parle de Zento comme s'il le connaissait personnellement, alors elle lui demande s'il lui cache quelque chose. Kyle ne sait pas quoi répondre, mais heureusement, Milena laisse tomber, car elle ne veut pas être impolie envers l'homme qui risque sa vie pour la sauver. Peu après, Zento traverse la forêt à cheval lorsqu'il aperçoit Kyle debout au milieu de la route. Zento demande à Kyle s'il est celui qui aide Milena, et Kyle le confirme, mais il demande pourquoi Zento est venu seul alors qu'il aurait facilement pu amener le reste de ses soldats. Zento explique qu'il ne veut pas que d'autres d'entre eux soient tués alors qu'ils ne sont pas directement impliqués dans cette affaire. Kyle sait que cela va paraître étrange venant de lui, mais il ne veut pas tuer Zento, alors il lui demande s'il serait prêt à se rendre. Kyle pourrait même obtenir de la princesse qu'elle lui accorde officiellement son pardon, mais il veut savoir pourquoi Zento a fait tout cela, car il est sûr que Zento n'est pas le genre de personne à se laisser influencer par le statut social ou l'argent. Cependant, Zento répond qu'il est inutile d'expliquer quoi que ce soit à quelqu'un comme Kyle alors qu'il est sur le point de mourir, et il semble donc que Kyle n'ait vraiment pas d'autre choix que de se battre.
Zento et Kyle dégainent leurs épées, après s'être conféré force et rapidité, ils se précipitent l'un vers l'autre. Zento utilise sa magie d'illusion caractéristique pour tenter de déstabiliser Kyle, mais celui-ci parvient à esquiver et à contre-attaquer, forçant Zento à battre en retraite. Zento est choqué, car personne n'avait jamais réussi à contrer son attaque de magie d'illusion du premier coup auparavant, mais Kyle sait tout cela, car dans la chronologie précédente, c'est Zento qui lui a enseigné tout ce qu'il sait sur le maniement magique de l'épée. Il continue leur affrontement, mais il n'y a pas grand-chose que Kyle puisse faire dans cette situation car, à ce moment-là, Zento lui est supérieur à tous égards. Zento tire plusieurs balles sur lui, et pendant qu'il est occupé à les dévier, Zento tente une attaque sournoise sur Kyle, mais Kyle réagit à temps et saute de l'épée pour se sauver. Il lance alors une pierre explosive à Zento en plein air, mais Zento la renvoie vers lui, ce qui inflige à Kyle de graves dégâts dus à l'explosion. Pendant qu'il se remet, Zento profite de la situation pour l'achever, mais une fois de plus, Kyle réagit à temps et parvient à parer l'attaque de Zento. Cependant, lorsque leurs épées se heurtent cette fois, l'épée de Zento commence à se fissurer car celle de Kyle a une meilleure durabilité. Zento est obligé de reculer pour l'instant, alors Kyle lui demande à nouveau s'il est prêt à se rendre, car il ne veut pas voir Zento mourir, mais ce dernier a déjà pris sa décision, et rien ne pourra le faire changer d'avis maintenant. Zento réalise qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, il doit donc agir rapidement pour éliminer Kyle une fois pour toutes. Ils chargent tous les deux l'un vers l'autre une dernière fois, et en une fraction de seconde, Zento parvient à parer l'épée de Kyle, le laissant complètement ouvert à une attaque fatale. Cependant, lorsque Zento abat son épée sur Kyle, elle se brise en morceaux, car Kyle avait caché l'alarme du dragon dans son armure, et cet objet est pratiquement indestructible. Maintenant, Kyle a l'avantage, mais même avec son épée brisée, Zento refuse d'abandonner et tente de poignarder Kyle avec ce qui reste de sa lame. Cependant, Kyle a déjà repris pied, alors dès que Zento s'approche, il abat son épée pour en finir une fois pour toutes. Avant que le coup ne porte, Kyle a un flashback du temps qu'il a passé avec Zento dans la chronologie précédente. Après une longue journée d'entraînement, Zento a confié à Kyle qu'il avait toujours servi la famille royale et était fier de remplir ce rôle, mais à ce moment-là, le royaume de Zurgu avait déjà chuté. Kyle n'a jamais eu une bonne impression du roi de Zurgu, et Zento est d'accord pour dire que le roi n'était pas un dirigeant convenable, mais néanmoins, il avait juré de servir le royaume jusqu'à sa mort. Cependant, maintenant que Zurgu avait été détruit, Zento n'était plus lié par ce serment, alors il a estimé qu'il pouvait enfin être libre. Revenons au présent, les larmes aux yeux, Kyle tranche la poitrine de Zento, le faisant tomber à genoux, vaincu. Zento demande pourquoi Kyle ne lui a pas tranché la tête alors qu'il en avait l'occasion, mais Kyle n'a pas pu se résoudre à faire ça à un vieil ami. Cependant, la blessure à la poitrine est toujours mortelle, alors Zento meurt peu après. Kyle sait que c'est une victoire, mais il est dévasté car la raison pour laquelle il a commencé cette mission était de sauver toutes les personnes qu'il chérit le plus, et Zento en faisait partie. Il aurait vraiment souhaité qu'il y ait un moyen de garder Zento en vie, mais son plan nécessite la survie de Melina, alors c'est ainsi que les choses se sont terminées. De retour au château, le prince arpente sa chambre, se demandant pourquoi Zento n'a pas encore réglé le sort de la princesse. C'est alors que la porte de la chambre s'ouvre brusquement, et le prince pense d'abord que c'est Zento qui revient avec de bonnes nouvelles, mais à son grand désarroi, il trouve sa sœur vivante et en bonne santé, accompagnée de ses gardes personnels. Melina ne perd pas de temps et ordonne à Kilran d'arrêter son frère pour suspicion d'assassinat. Elle autorise même l'usage de la force pour l'interroger, alors que Melina quitte la pièce, on peut déjà entendre les sons de Karina se faire tabasser pour ce qu'il a fait. Elle se tourne ensuite vers Kyle et les autres et les remercie, car sans leur aide, elle n'aurait pas survécu pour voir un autre jour. Pour leur montrer sa gratitude, elle leur demande de l'accompagner à la capitale royale afin qu'elle puisse les remercier comme il se doit, et à leur arrivée, ils sont invités dans le château. Lise et Urza sont toutes deux émerveillées par le faste des lieux, et Silly a du mal à se contenir lorsqu'elle voit toutes les délicieuses douceurs disposées devant elle, alors elle se sert directement. Quant à Teron, il est dans le coin, en train de flirter avec l'une des servantes. Kyle s'excuse auprès de Melina pour le manque d'étiquette, mais Melina n'y prête pas attention. C'est alors que son père entre dans la pièce, alors Melina court lui faire un câlin, et les autres réalisent lentement que si cet homme est le père de Melina, alors cela signifie qu'il doit être le roi. Ils se lèvent immédiatement pour lui montrer leur respect, mais le roi leur dit qu'il n'y a pas besoin de formalité car, pour l'instant, il n'est pas ici en tant que souverain, mais en tant que père pour remercier les personnes qui ont sauvé la vie de sa fille. Le roi dit qu'il est déçu que Karina ait pu faire une telle chose, mais il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Zento aurait aidé Karina dans un tel plan. Melina n'a pas non plus pu le comprendre, mais elle pense qu'une autre nation ou des démons pourraient être impliqués d'une manière ou d'une autre. Cependant, il n'y a aucun moyen de le confirmer maintenant, donc ce n'est que pure spéculation. Le roi dit à Kyle et aux autres qu'ils ne doivent pas parler de cela à qui que ce soit, et Kyle l'assure qu'aucun d'entre eux ne révélerait un secret qui pourrait nuire à la réputation de Zurgu.
Mélina dit également au roi qu'il peut faire confiance à l'équipe de Kyle, alors il les croit sur parole. Peu de temps après, les détails de l'incident sont rendus publics. La version officielle raconte que Mélina et Karina ont été attaqués par des monstres sur le chemin de Saint, et que de nombreux soldats royaux ont été tués dans l'affrontement, mais grâce aux efforts de Kyle et de son groupe, Mélina est indemne, et Karina a survécu avec seulement quelques blessures au visage. Alors il se rétablira dans un autre pays pour l'instant. Un peu plus tard, c'est le moment de la cérémonie officielle de récompense pour remercier Kyle et ses amis pour leur héroïsme courageux, alors le roi s'apprête à leur remettre la médaille du Saint. Ce jour sera connu comme la première apparition du héros, et la première étape du plan de Kyle est enfin terminée, mais il reste encore une chose qu'il doit faire. Plus tard dans la nuit, le roi boit seul dans sa chambre, et il maudit Karina et Zento pour leur inutilité. À ce rythme, il va inévitablement devoir céder le trône à Mélina, et quand cela arrivera, il ne doute pas qu'elle construira un meilleur royaume, mais il ne veut pas ça. Si Mélina finit par devenir une grande dirigeante, alors le roi finira comme une relique oubliée du passé, et il ne supporte pas l'idée d'être secondé par sa propre fille. Il décide qu'il doit élaborer un autre plan pour se débarrasser d'elle, mais dès qu'il prononce ces mots, il est saisi par derrière par Kyle. Kyle a toujours su que le roi Ramona était un dirigeant incompétent, mais il ignorait qu'il était du genre à tuer sa propre fille par jalousie. Dans la chronologie précédente, après le début de l'invasion, Kyle avait suggéré à Romana d'aider les nains du royaume voisin pour préserver des alliés dans la lutte contre les démons. Cependant, Romana voulait en profiter pour extorquer les nains, alors il a retenu son aide jusqu'à ce qu'ils soient en grave danger, et à ce moment-là, il était déjà trop tard. C'était l'une des nombreuses erreurs de Romana, qui ont finalement conduit à la chute du royaume de Zurgu. Kyle ne comptait initialement pas en vouloir à Romana pour quelque chose qu'il n'avait pas encore fait, mais après avoir entendu Zento dire qu'il avait échoué à accomplir la mission que Romana lui avait confiée, Kyle a changé d'avis. Avec le recul, c'est parfaitement logique car Zento était d'une loyauté indéfectible envers la famille royale, donc la seule personne qui pouvait l'envoyer tuer la princesse était le roi. Ainsi, même si Zento ne le voulait probablement pas, son devoir envers le roi l'a contraint à obéir à ses ordres. Kyle traîne Romana sur le balcon, mais Romana ne montre aucun remords et dit que tout se serait bien passé si Mélina était simplement morte, mais ce genre de pensée est la raison pour laquelle Kyle déteste Roman. Le seul crime de Zento a été de consacrer sa vie à un tel imbécile, et Kyle refuse de laisser son règne d'idiotie se poursuivre plus longtemps. Mélina est un peu intrigante, mais elle est en fait intelligente, alors elle ferait un bien meilleur travail que quelqu'un comme Romana, qui ne s'intéresse qu'à sa propre préservation. Kyle le pousse alors du balcon, en voyant le roi chuter vers sa mort, et Kyle a veillé à ne laisser aucune trace de sa présence, donc après l'enquête des gardes royaux, ils ont conclu que le roi avait dû s'enivrer et tomber accidentellement du balcon. Cependant, il ne pouvait pas rendre cette version publique, donc pour tout le monde, le roi a eu une crise cardiaque dans son sommeil. Le lendemain, Kyle et les autres déjeunent en ville, et ils ont maintenant tous entendu la nouvelle de la malheureuse crise cardiaque du roi Romana. Urza trouve ça une drôle de coïncidence que le roi ait eu une crise cardiaque le lendemain de leur cérémonie de récompense, mais Théron s'en moque, il est juste content que le roi ne soit pas mort un jour plus tôt car sinon ils auraient dû attendre pour leur cérémonie. Kyle ne déjeune pas avec les autres car il est en train de discuter avec Mélina, et elle l'informe qu'elle est fiancée au troisième prince de l'Empire Gargan. Kyle n'était pas au courant, mais apparemment, le royaume de Zergu et l'Empire Gargan étaient autrefois en conflit à propos de l'état de Karan, alors pour résoudre le problème, un accord a été conclu, Zergu obtiendrait le contrôle de Karan, mais en échange, Mélina devait épouser l'un des princes de Gargan. Cependant, elle envisage d'annuler les fiançailles car ce n'est pas le bon moment pour elle de se marier. Kyle demande ce qui arrivera à Karen si Mélina rompt l'accord de fiançailles, mais elle dit que Karen restera un état vassal de Zergu. Officiellement, il n'y a pas de corrélation entre les fiançailles et la gouvernance de Karen, alors Mélina peut simplement leur dire que les circonstances ont changé. Cela dit, elle veut que Kyle aille informer le gouverneur de Karen pour elle, car elle n'a pas le temps de le faire elle-même. Plus tard dans la nuit, Kyle est plongé dans ses pensées, alors Silly vient lui demander ce qui ne va pas. Kyle lui dit qu'il n'est pas sûr de la réaction de Gargan si Mélina annule les fiançailles, alors il a du mal à établir un plan pour ça. Silly voit que Kyle est vraiment inquiet à ce sujet, mais elle pense qu'il oublie quelque chose, comme le fait que Karen pourrait faire face à de gros problèmes en ce moment. Ce n'est que de la spéculation, mais malgré la mort du roi de Zergu, le gouverneur de Karen ne s'est pas manifesté, donc quelque chose doit se passer là-bas. Et le fait que Mélina n'ait pas attiré l'attention là-dessus signifie qu'elle doit savoir ce qui s'y passe, alors elle demande probablement à Kyle d'aller à Karen dans l'espoir qu'il résolve le problème. Si c'est le cas, alors Kyle ne voit pas d'inconvénient à aller à Karen, et d'ailleurs, il aimerait rester aussi loin que possible de Mélina. Le lendemain, Kyle va voir Mélina pour lui dire qu'il accepte la mission, mais alors qu'il s'apprête à partir, Mélina lui demande soudain s'il aimerait devenir son chevalier personnel. Kyle est choqué par cette proposition soudaine, mais Mélina dit qu'elle veut vraiment l'avoir à ses côtés, alors le nommer comme son chevalier est le choix naturel.
Cependant, en tant que héros, Kyle ne peut pas se permettre d'être lié à une seule nation, et surtout pas à Melina, alors il essaie poliment de refuser. Il dit qu'il a des choses à faire, mais Melina se met soudain à rire et dit qu'elle plaisantait juste pour voir sa réaction, et Kyle est frustré car elle l'a complètement manipulé. Alors que Kyle et les autres partent, Melina les regarde depuis son balcon lorsque Nino vient la voir. Elle demande à Melina si elle a réussi à faire tomber Kyle amoureux d'elle, mais Melina rit et dit qu'elle n'est pas assez cruelle pour jouer avec les sentiments de quelqu'un comme ça. Elle pourrait y penser à l'avenir, mais pour l'instant, elle est heureuse d'avoir Kyle à ses côtés car elle aura besoin de toute l'aide possible maintenant qu'elle est à la tête du royaume de Zurgu. De son côté, Kyle et les autres s'arrêtent à la boutique de Fesba pour se réapprovisionner et réparer leur équipement. Fesba félicite Kyle pour avoir reçu la médaille du Saint et est sûr qu'il accomplira de plus grandes choses bientôt. Sur ce, Kyle lui dit qu'il se rendra bientôt dans la ville de Karen, donc toute information sur la région serait la bienvenue. Fesba a entendu pas mal de choses sur Karen, mais la situation n'y est vraiment pas bonne. Karen est essentiellement dirigée par la guilde des forgerons maintenant, et ils ont causé beaucoup de problèmes, donc les échanges avec eux sont difficiles. Cela dit, les objets fabriqués à Curin sont d'une qualité incroyable, donc ils pourraient trouver de bonnes armes là-bas. Théron trouve que c'est une bonne idée car il voulait se procurer une nouvelle épée, alors ils commencent tous leur voyage vers l'état vassal de Karen.